bonjour. J'accueille aujourd'hui à l'émission Agora chez ICI Télévision le professeur Amadou Ba, titulaire d'un doctorat en histoire, d'une maîtrise en sciences politiques et d'un baccalauréat en enseignement. Il vit au Canada, il enseigne l'histoire africaine. Il est également chargé de cours à la faculté de sciences d'éducation au département sciences politiques à l'Université Laurentienne à Sudbury. Amadou Ba est l'auteur de plusieurs livres. On citera entre autres l'Afrique des grands empires du 7 au XVIIe siècle, 1000 ans de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel, ainsi que son livre L'histoire oubliée, la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, 1604 à 1945, dont on parlera tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous chez Agora pour parler de ce livre en général. Donc je vous souhaite la bienvenue parmi nous, professeur Amadou. Oui, bonjour Kamal, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Ben, à vos auditeurs aussi. Donc, merci merci, beaucoup. merci, bienvenue. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que vous êtes avec nous. On va parler de ce livre pertinent, très éclairant, Histoire oubliée, la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, 1604 à 1945. Une première question spontanée à vous, professeur Amadou Ba. Cette contribution, justement, en parlant des Afro-Canadiens, par exemple, est-ce que c'était justement dans un premier temps surtout la migrance de ces soldats afro-canadiens qui avaient migré vers le Canada, ou bien c'était justement des personnes afro-canadiennes déjà là-bas, ou bien c'était des loyalistes, ou bien c'était carrément la contribution de tous ces facteurs justement à ce niveau? Oui, c'est un peu de tout. C'est une longue présence des Noirs au Canada depuis le début du XVIIIe siècle. Il y a eu l'esclavage, ensuite il y a eu aussi l'arrivée des loyalistes aux États-Unis. Donc le recrutement des soldats noirs dans les armées canadiennes est très important à partir de 1812, la guerre de 1812. Et ça va continuer dans toutes les guerres qui vont se dérouler à l'intérieur du Canada, avant la Confédération comme après la Confédération, mais aussi dans toutes les guerres que le Canada s'est engagé à l'extérieur pour appuyer la Grande-Bretagne, l'Angleterre, donc qui est la mère patrie, parce que nous sommes dans un dominion, en fait. Donc on les voit dans toutes ces guerres-là. Parfait. Puis il y avait l'apport justement des loyalistes et esclaves du Canada. Comment cela s'est-il passé? Parce qu'il y avait une législation justement de l'esclavage en Nouvelle-France. Est-ce que cela empiétait sur leur présence? Comment cela ça s'est passé justement? Alors donc en Nouvelle-France, qui est donc un vaste empire de l'Est canadien jusqu'au Golfe du Mexique, qui a duré pratiquement jusqu'à 1760, qui a commencé avec les explorations françaises, mais jusqu'à 1760, après la guerre de 7 ans. Pendant cette longue période, il y a eu l'esclavage. Et quand les Anglais ont repris la Nouvelle-France, ils ont continué l'esclavage aussi. OK. Donc, Donc c'était en une 1800, continuité. c'est une continuité. Et en 1833, ils vont l'abolir dans l'Empire colonial britannique. Mais avant cela, il y a eu la guerre d'indépendance américaine, donc dans les années 1776. Et l'Angleterre a invité les minorités, mais aussi les esclaves, à combattre à ses côtés pour obtenir la terre et la liberté. Après la guerre, comme les États-Unis ont gagné la guerre, les Anglais se replient dans l'Amérique du Nord britannique. Et beaucoup de loyalistes, donc des Blancs et des Noirs aussi, vont venir avec eux. Et les Noirs étaient au nombre de 5 000 environ, sur les 50 000 loyalistes au total. Et Oui. parmi les 5 000, il y a 3 000 qui vont être dans l'Est canadien, dans la région de Halifax, la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, jusqu'à Terre-Neuve-Labrador. Et les autres D'accord. 2000 dans l'actuel Québec et l'Ontario, le Haut et le Bas-Canada de l'époque. Très bien. Alors, il est mentionné des chiffres, justement, quand vous êtes en train de le faire, professeur Amadou Ba, pour ce qui est de la province du Québec. Donc, entre 1775 et 1783, au moins 7000 loyalistes blancs ont quitté les États-Unis, accompagnés de leurs esclaves, pour s'installer dans le Bas-Canada ou le Québec. Justement, comment la présence des Noirs a-t-elle été utile et fructueuse au Québec? Et comment est-ce que cela a permis justement l'édification du Canada? Est-ce que la présence de ces gens, c'était surtout dans l'économie, ou comment cela a-t-il été assez utile pour l'édification du Québec et du Canada? Ben, l'esclavage, déjà, ça a permis de créer une colonie. Le travail
Une fois qu'on acquiert des esclaves, c'est vraiment une main-d'œuvre maintenant qui devient facile. On ne sommes pas dans l'esclavage de plantation, mais nous sommes dans l'esclavage domestique. Oui, Après l'esclavage, ces Noirs vont être utilisés dans les guerres, dans les armées, à la fois au oui. Québec, mais aussi ailleurs dans le Canada. Par exemple, dans la révolte qui a eu lieu au Québec dans les années 1837-38, qui est une révolte nationaliste, il y a aussi des soldats afro-canadiens qui se sont engagés avec le gouvernement fédéral, qui ont fait la guerre. Pareil dans le côté du Haut-Canada. Donc, on va les retrouver dans ces moments-là où le Canada a besoin de s'unir, de faire des guerres pour gagner les guerres, construire une unité. Que ce soit avant la Confédération, mais aussi après la Confédération. Donc, ça, c'est toutes les 10 provinces, on voit leurs traces et leurs contributions également. Puis est-ce qu'ils étaient concentrés dans une seule... par exemple, dans la province de Québec, il y avait Montréal surtout. Est-ce qu'ils étaient concentrés dans une seule ville ou bien ils étaient un peu partout? Du temps de l'esclavage, les esclaves étaient plus nombreux dans les grandes villes. Québec, Montréal, Québec, Trois-Rivières, tout ça. Et aussi, avec l'arrivée des loyalistes également, c'est la même chose. Quand on regarde dans les autres provinces, comme en Nouvelle-Écosse, bien sûr que c'est aux alentours de Halifax, mais il y a des petites villes comme Shelburne, tout ça. En Ontario, c'est dans le sud de l'Ontario. Donc, il y a des régions Oui. où ils vont se concentrer. Puis Montréal, c'était une concentration aussi assez importante? Absolument, oui. Il y avait plus de concentration à Montréal que dans les autres villes du Québec. Très bien. Alors, parfait. Donc, on parle de l'histoire oubliée, mesdames et messieurs, la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada en 1604 et 1945. C'est très intéressant d'avoir une idée sur l'apport de ces personnes afro-canadiennes ou qui venaient carrément d'Afrique pour l'édification du Canada. Parce qu'on entend souvent, ou on occulte souvent, ou on muselle souvent la contribution des Noirs en général à l'édification du Québec et du Canada. On a avec nous un professeur émérite, professeur Amadou Ba, qui a écrit ce livre sur la contribution des soldats noirs et des esclaves à l'édification du Canada. On va continuer notre discussion. On va le faire après cette pause. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Le professeur Amadou Ba, auteur et historien, qui a écrit un livre très éclairant, justement, sur l'édification et la contribution des soldats noirs et des esclaves à l'édification du Canada, 1604-1945, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Professeur Amadou Ba, on va parler de la guerre de 1812, qui est donc une étape importante. Donc, une nouvelle migration des Noirs vers le Canada. Voulez-vous nous parler de cette période? Quels sont les grands traits de cette période-là vers 1812? Alors, le contexte est le suivant. Après que les Américains ont gagné la guerre de révolution ou la guerre d'indépendance, ils avaient 3 objectifs. Avoir le maximum de colonies jusque dans la frontière mexicaine, pousser les colonies jusqu'au Pacifique, ou également aller vers le nord, donc dans l'actuel Canada. Les 2 premiers objectifs, ils les ont réussi, mais le 3e, ça a été difficile. Arrive 1812, la guerre se déclenche en Europe. C'est une guerre napoléonienne. C'est Napoléon contre les puissances européennes. Les Américains saisissent de cette guerre-là pour, un peu, entre guillemets, emmerder l'Angleterre, attaquer le Canada. Et donc, dans ce contexte, l'Angleterre va faire appel aux minorités autochtones d'abord, Oui. et noirs aussi, en les demandant de faire la guerre avec eux, et en contrepartie, une fois de plus, l'obtention des terres, la liberté pour les esclaves surtout. On a des grandes figures historiques autochtones qui ont fait cette guerre-là, par exemple le fameux Tecumseh, mais aussi on a pour les Afro-Canadiens quelqu'un comme Richard Pierpoint, dont j'ai parlé, qui était un esclave passé par la Virginie avant de devenir loyaliste dans le Haut-Canada. Il a eu l'idée de créer ce qu'on appelle le Colored Corps, c'est-à-dire c'est un corps d'unité qui faisait environ 400 soldats, qui a fait toutes ces batailles de Niagara, de Stony Creek, de Châteauguay, toutes ces opérations de 1812 jusqu'en 1814. Donc vraiment, sans la participation des Autochtones et des Noirs, impossible pour l'Angleterre et le Canada de gagner la guerre de 1812. Impossible. Mais c'est un aspect qui est encore une fois de plus occulté dans l'histoire canadienne. On a oublié ça. Alors, quelles sont les véritables motivations de l'enrôlement, justement, des Afro-Canadiens dans les armées canadiennes? Les motivations sont nombreuses. D'abord, à cette époque-là, il y avait l'esclavage. Beaucoup de gens voulaient être libres aussi. Vivre et être esclave, c'est quand même la déshumanisation.
Donc le discours de liberté et d'avoir des terres, surtout de quitter les États-Unis, vivre au Canada, ça intéressait beaucoup. La deuxième chose, c'est d'avoir des carrières, une promotion également. Et la troisième chose aussi, c'est vraiment avoir un pays auquel s'identifier, différent de ce qu'ils connaissent dans les plantations et tout ça. Donc c'est un discours qui intéresse beaucoup les esclaves, mais aussi les minorités. Du côté des autochtones, il y avait beaucoup de guerres avec les États-Unis. Finalement, ils avaient tissé des liens avec l'Angleterre. Donc, c'est vraiment ces deux minorités-là ont été vraiment intéressées à la guerre de 1812 et elles ont vraiment participé à ces guerres-là. Très bien. Mais d'un autre côté, il y avait aussi les autochtones. Il y avait cette démotivation des autochtones et la baisse de leur enrôlement dans les armées afro-canadiennes après 1812. C'était quoi la cause de cette démotivation? Justement, pendant cette guerre, il y a eu beaucoup de morts et surtout un de leurs grands chefs qui s'appelle Tecumseh est mort. Et puis, avant cela, l'histoire des peuples autochtones, il y a eu tellement de guerres, à la fois entre les autochtones eux-mêmes, hein, on a les 6 nations, la Confédération Haudenosaunee, qui a fait la guerre avec d'autres, mais aussi les alliances, la France avec ses alliés, les Algonquins, les Britanniques avec les Iroquois, ils ont fait beaucoup de guerres. Donc cette guerre-là, elle les a épuisés. Arrivé en 1812, c'était vraiment le summum pour une bonne partie. Et quand Tecumseh est mort, vraiment, les autochtones vont se décourager. Mais surtout, on va miser beaucoup plus sur les Noirs. Hein, parce qu'on va vers maintenant la fin de l'esclavage. Et comment utiliser les Noirs maintenant, comme il n'y a plus d'esclavage. Donc c'est ça, ils vont progressivement remplacer les autochtones. Très bien, parfait. Il y avait de principaux champs de bataille. On va les rappeler parce que vous en avez parlé aussi justement dans votre livre en 1812. Ces principaux champs de bataille, comme la bataille de Détroit, Kingston Heights, Moraviantown, Stony Creek, Niagara, Chateauguay, Chrysler Farm, c'était bien des batailles là, qui ont marqué l'histoire. Que peut-on dire sur la part de contribution des Afro-Canadiens à ces batailles, professeur Amadou? Mais la contribution, si le Canada avait perdu nous serons aujourd'hui dans les États-Unis. D'ailleurs, la preuve, après la bataille de Détroit, Détroit c'était une ville canadienne. Aujourd'hui, c'est une ville américaine. Après la guerre, donc justement. Donc, si le Canada avait perdu toutes ces batailles-là, aujourd'hui, que ce soit l'Ontario, le Québec, toutes ces régions seraient dans les États-Unis. Donc, c'est ça. Leur contribution, c'est d'avoir permis à un pays d'avoir son indépendance, sa souveraineté, de s'afficher comme pays, de ne pas être annexé par les États-Unis. Mais je veux dire, permettez-moi de revenir justement à la charge sur cette question. Est-ce qu'il y a des statistiques? Parce que là, on parle côté chiffres. Est-ce que la moitié de l'armée était faite de noirs, de soldats noirs? Est-ce qu'il y a des statistiques officielles à ce niveau, des chiffres, des pourcentages? En plus, ce n'est pas une armée structurée, c'était plus de miliciens. Hein. La majorité, c'était quand même des Canadiens d'origine européenne. Il y avait la guerre de 1812, pour la première fois, les Canadiens britanniques et les Canadiens français vont combattre ensemble contre les Britanniques. Et ça, c'était vraiment très rare dans l'histoire du Canada. La deuxième chose, c'est justement cette possibilité pour les minorités. Mais la majorité, comme je dis, c'est les Canadiens d'origine européenne. Et pour ce qui est des autochtones, on n'a pas un chiffre précis, mais ils sont quand même importants, dépendamment des peuples qui ont fait des alliances avec l'Angleterre. Et pour les Noirs, le Calor Corps comptait environ 400 personnes. Et il y a eu aussi d'autres petites unités ensemble. Donc, on va aller vers 400-500 personnes afro-canadiennes qui ont fait pendant ces 3 ans, 4 ans de guerre-là. Et les obstacles qu'ils rencontraient, c'était juste la discrimination? Est-ce qu'il y avait autre chose? Il y avait des obstacles parce que c'était ségrégué d'abord. Hein, tout le monde n'était pas dans les mêmes corps. Mais aussi, le Calor Corps était dirigé par un officier britannique. C'est sûr qu'après la guerre, ils n'ont pas eu les satisfactions qu'on leur avait demandées. Par exemple, Richard Pierpoint, il n'a pas eu les terrains qu'on lui avait proposés. Moi, j'ai visité sa propriété à Niagara quand je suis allé au Salon du Livre à Niagara Falls. Mais c'est un terrain pratiquement impossible de construire rien du tout. Parfois, on les a promis d'avoir 200 hectares. Les soldats qui sont engagés, ils ont eu comme 100. Et c'est des terrains très rocailleux. Donc, les discriminations, pendant la guerre, même après la guerre, ont continué, que ce soit dans le Haut-Canada, dans le Bas-Canada, mais aussi dans les régions, dans les Maritimes. Hein? Ils ont construit une ville qui s'appelle Afriqueville, qui a été vraiment démolie en 1959. Mais il n'y avait pratiquement rien, même pas d'eau, même pas d'électricité. Donc, vous voyez, c'est les promesses que l'Angleterre avait faites et que le Canada a fait aux Noirs, ils ne les ont pas respectées après la guerre. Après la guerre, et puis c'est resté des promesses comme ça en l'air.
Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On parle de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada 1604-1945 avec le professeur Amadou Ba. On vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer de parler de la contribution des soldats noirs à l'édification du Québec et du Canada. Donc, on est avec le professeur Amadou Ba qui a écrit donc, ce très intéressant livre justement sur cette histoire oubliée. Bon, on va arriver maintenant à la Seconde Guerre mondiale parce que là, vous avez limité 1604 à 1945. Alors, les Afro-Canadiens, Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'était si évident que ça de recruter des soldats noirs? Est-ce que c'était facile à l'époque? Alors, rappelons que il y a eu beaucoup de discrimination dans le recrutement. De racisme, oui. D'abord, de racisme. Pendant la Première Guerre mondiale, on avait toujours des bataillons ségrégés. Et on a même construit un bataillon de construction en 1916 à Halifax pour les mettre dans la construction. Mais il y a eu quand même des gens qui sont engagés. Oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bataillons ne sont plus ségrégés. Mais il y a eu des soldats qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit sur les batailles terrestres, comme dans l'aviation, d'autres également qui ont été recrutés, mais pour faire d'autres travaux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pareil pour la Première Guerre mondiale. Donc, ils sont recrutés un peu partout, hein, de toutes les provinces, mais la majorité vient de la région de Toronto ou de l'Ouest canadien, mais aussi du Québec et l'Est canadien. Oui, et que peut-on dire justement sur la contribution des soldats noirs pendant ces deux guerres mondiales, là justement celle de 1914 et celle qui a fini en 1945, la Deuxième Guerre? Est-ce qu'on peut dire que c'était une contribution beaucoup plus importante et substantielle si on compare avec leur contribution dans les guerres, par exemple, aux États-Unis avec les loyalistes, en considérant que, par exemple, juste en France, il y avait ces goumiers sénégalais là, qui avaient fait une très, très, très grande contribution pour libérer la France. Par exemple, on trouve... Par exemple, Hitler voulait avoir des soldats de l'Afrique pour conquérir le monde. Je ne sais pas si c'est une réalité ou un mythe, mais est-ce qu'on peut dire que cette contribution est beaucoup plus importante si on compare aux contributions de celles d'avant, surtout dans les guerres aux États-Unis, par exemple? L'idée même de travailler sur ce truc-là, c'est qu'en fait, dans mes études de doctorat en France, j'ai travaillé sur le recrutement des soldats ouest-africains dans les armées françaises durant la période coloniale. J'ai travaillé sur la conquête de Madagascar. Donc, la France avait formé le bataillon de tirailleurs sénégalais sous Faidherbe en 1857. Et ça a continué pour l'expansion dans le haut fleuve, Niger, Sénégal, l'actuel Mali, Guinée, partout, jusqu'à Madagascar, jusqu'en Indochine, en Algérie, au Maroc, partout on a ces éléments-là qui sont allés. Et je voulais savoir, est-ce qu'on a la même chose dans l'Empire britannique? C'est pour cela que j'ai travaillé sur les Afro-Canadiens, qui m'a amené ailleurs sur l'esclavage et tout ça. Effectivement, oui, même si au Canada, le nombre est moins important qu'aux États-Unis et en France, mais si on prend ça de façon proportionnelle, on compare le nombre de personnes noires au Canada et le recrutement de soldats, on va voir que c'est une contribution très importante. Parce qu'à l'époque, on avait pratiquement 40 000 pendant la Deuxième Guerre mondiale, 40 000 Afro-Canadiens, mais 2 000 personnes seraient concernées, soit des soldats, soit des gens qui ont travaillé pour le compte de l'armée. Donc, si on fait le rapport 2 000 sur 40 000 et qu'on calcule la population canadienne qui faisait à l'époque, je pense, 11 millions, et on nous parle de 1 million de contributions, vous voyez, si on fait le pourcentage, on voit que c'est une contribution très, très importante. Donc, c'est juste pour dire que après l'esclavage, l'autre étape importante pour l'utilisation des Noirs, c'est de les mettre dans les armées, de conquérir et de permettre à l'Occident, à l'Europe, donc l'Occident, d'avoir des zones stratégiques qui sont remplies de ressources et la colonisation. Donc, c'est l'étape qui a suivi. Et dans cette étape-là, les soldats issus des colonies ont joué un rôle majeur, que ce soit dans les colonies portugaises, espagnoles, françaises, anglaises, que ce soit en Afrique ou dans les Caraïbes ou en Amérique du Nord, c'est la même histoire. On trouve partout la même chose. Excellent. Il y a eu finalement quelques grandes personnalités noires qui ont marqué l'histoire militaire du Canada. Je vais vous demander, professeur Amadou Ba, de bien vouloir nous en citer quelques-uns, ne serait-ce que par souci justement d'éclairer, de partager avec les téléspectatrices et téléspectateurs au Canada et aux États-Unis qui nous regardent, en guise même d'hommage à leur mémoire.
Voulez-vous nous en Absolument. citer quelques-uns, s'il vous plaît? Je commence toujours par celui qui est sur l'image, qui s'appelle Richard Pierpoint, c'est son nom. Il a été capturé en 1760 dans l'est du Sénégal, dans la région qui s'appelle Bondou, envoyé aux États-Unis et puis acheté par un officier. Donc en Virginie, il a fait 20 ans d'esclave domestique. Et pendant la guerre d'indépendance américaine, il a fait la guerre. Après la défaite de l'Angleterre, il s'est retrouvé dans l'actuel Ontario, dans le sud, dans la région de St. Catharines, dans le Haut-Canada. Et c'est lui qui a donné l'idée de créer le Calor Corps. Donc ça, c'est quelqu'un, aujourd'hui, on le connaît un peu, mais si vous allez à London, il y a un building qui s'appelle Building Richard Pierpoint. C'est un building fédéral. J'étais récemment à Niagara Falls. Donc lui, on connaît un peu, mais son histoire aussi n'est pas véhiculée comme ça devrait l'être. J'ai William Hall. William Hall a fait la guerre de Crimée en 1853 jusqu'en 1856. Aujourd'hui, nous avons la Russie contre l'Ukraine. C'est la même chose. À cette époque-là, l'Angleterre avait demandé la participation de ses colonies. Le Canada a envoyé, et il y avait des Noirs là-dedans. Et lui, il s'est illustré en Crimée, mais aussi en Inde. En 1857, l'Inde, qui était une des plus grandes colonies de l'Angleterre, elle s'est révoltée. On appelle ça la révolte des Sipahis. Ce sont les militaires que l'Angleterre avait créés qui sont révoltés contre l'Angleterre. Et pour mater cette révolte-là, l'Angleterre a fait venir dans ses colonies, y compris au Canada, des forces. Et ce William Hall s'est illustré à cause de ses bravoures, et il a eu ce qu'on appelle la médaille de Croix de Victoria, donc qui est la plus prestigieuse médaille de l'Empire colonial britannique. Aujourd'hui, au Canada, nous avons seulement 99 personnes, même pas 100, et il fut le premier noir afro-canadien, il fut le troisième Canadien, tout le monde confondu. Donc mais dans l'histoire militaire canadienne, il n'est pas connu. Pendant les moments de célébration, au mois de novembre, on n'en parle pas. Il est mort dans l'anonymat en Nouvelle-Écosse. Il y a aussi d'autres dans l'Est. Il y avait le régiment Africa Corps à Victoria, qui a été mis en place par James Douglas, le premier gouverneur de la Colombie-Britannique, pour sécuriser sa colonie. Et aussi, c'est un corps qui faisait une cinquantaine de soldats. Ces soldats, ils ont joué un rôle très important. Et partout où on a des grandes personnalités, que ce soit militaires, que ce soit dans d'autres domaines politiques, économiques, sociaux. Qui ont gradué. Justement, il me plaît finalement de finir par cette citation de Colin Thompson. L'histoire des Noirs au Canada est triste à cause de ce qu'elle révèle sur les valeurs d'une société plus large. Mais peut-être que la prise en compte de l'histoire peut apporter des résultats positifs. Cela pourrait peut-être inciter la société à examiner et à évaluer ses attitudes et ses actions afin que des injustices du passé puissent être perpétrées à l'avenir, afin que tous les peuples de cette nation puissent vivre et travailler ensemble dans la paix, dans un esprit de compréhension et de respect mutuel. Merci beaucoup, professeur Amadou Ba, d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur de ce magnifique livre, L'histoire oubliée, la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, 1604-1945. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30, toujours chez Agora ici Télévision. Au revoir.